Beaucoup d'hommes considèrent que la femme est dans l'incapacité de diriger une équipe. Tu vas devoir prouver ta valeur parce que t'es une fille, t'es une des rares, si tu veux y arriver, il va falloir que tu donnes 2 fois plus qu'un garçon. Et normalement, les machinaux, ils nous aident pour transporter les caméras d'un endroit à l'autre. Et le machinot, il m'a regardé, il m'a dit « T'es enceinte ? C'est ton problème, moi je ne porte pas cette caméra, c'est toi qui la portes. » Bonjour, Faustina, maquilleuse. Bonjour, Benjamin Escoffier, comédien. Bonjour, Chiara Nardou, je suis seconde assistante son sur des longs métrages et des séries et chef sur des petits projets. Bonjour, Kevin, auteur-réalisateur. Bonjour, Myrite, réalisatrice, scénariste franco-égyptienne. Donc moi c'est Valérie, je suis chef opératrice et réalisatrice de documentaires. Je suis Léo, je suis assistant réalisateur et dans la réalisation de fiction. Moi je m'appelle Nicolas et je suis assistante prod et auteur réel. Je suis Estelle et je suis journaliste et réalisatrice de documentaires. Je m'appelle Pauline et je suis scénariste et comédienne voix. Alors, 25% de films sont réalisés par des femmes. C'est un fait, mais en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a que 25%. Alors en sachant qu'au début, le cinéma, c'était quand même un travail de femme à l'époque. Et ça a vraiment changé quand ils se sont rendus compte que ça prenait de l'ampleur. Dès que, comme tu dis, les hommes et un peu les lois de la domination masculine sont arrivées au cinéma, c'était devenu un truc lucratif et du coup ils ont dit non stop, l'argent et la femme, non, on ne fait pas confiance. Il y a effectivement les femmes réalisatrices, il y a peu de femmes réalisatrices, mais comme je suis chef op, il y a un chiffre qui est à mon avis encore plus alarmant d'une certaine façon, c'est que 10% des documentaires sont éclairés par des chefs opératrices. C'est-à-dire que oui, il y a le regard du réalisateur ou de la réalisatrice sur son sujet, mais après il va y avoir aussi le regard de la personne qui est derrière la caméra. Et ça, c'est que 10% des films, alors que dans le monde, il y a la moitié du monde est peuplé par des hommes, l'autre par des femmes. Et on se dit, ah ouais, donc ça veut dire que 1, c'est des hommes qui racontent le monde, et 2, c'est aussi des hommes qui le filment ce monde. Et bon, ça me semble hyper important que les lignes bougent et que on trouve que les jeunes filles d'aujourd'hui se disent, ouais, moi je peux être chef op, ouais, moi je peux être réalisatrice. Voilà, je pense que comment on peut faire pour que les choses changent. La réalisation est aussi énormément affiliée à la technicité. Pour beaucoup de producteurs et de productrices, c'est difficile de considérer quelqu'un qui n'est pas technique comme réalisatrice ou réalisateur. À l'université, moi je sais que quand j'étais en licence art du spectacle, et vu l'un de mes professeurs qui m'avait dit que de toute façon, pour les filles, en fait, elles vont faire leur premier film, et s'il ne marche pas, et ben en fait, il n'y aura aucune chance pour en refaire un. Alors qu'un homme, s'il fait son premier film, il a plus de chances après, même si c'est un flop ou pas. Et en même temps, de ce que je voyais aussi autour de moi, c'était que il y avait très peu de femmes du coup qui voulaient faire de la réalisation. Je dis pas qu'on nous mettait dans la tête que fallait pas faire de réal, mais que ça allait être compliqué et que à force de nous répéter ce discours de c'est compliqué, et bah du coup ça, dans ta tête tu dis bon bah peut-être que je vais viser moins haut et comme ça je pourrais passer. Quand une femme réalise, bah forcément, il y a ce qu'on appelle un regard féminin. Il y a une journaliste et réalisatrice qui s'appelle Iris Bray qui en a beaucoup parlé du female gaze en opposition au male gaze, qui est le regard masculin. Dans la façon de montrer, de choisir ses sujets, construire ses personnages, même en documentaire, la façon d'angler un sujet, ça change complètement en fait, que ce soit un homme ou une femme qui réalise le film. Moi, je pense qu'il faudrait montrer plus que des femmes sont derrière la caméra pour pouvoir donner envie à des jeunes filles qui sont aujourd'hui au lycée de faire ce métier-là. Après, moi, je trouve ça génial, Femmes à la caméra, toutes ces associations-là qui aident justement les femmes à se fédérer, à se rencontrer, à se donner des conseils, à se former. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça fonctionne bien, que c'est un vrai réseau, toi, qui t'a aidé? Ben oui, on a fait des choses incroyables ensemble. Moi, ça m'a mis en lien, ça m'a fait sortir de mon isolement déjà, parce que ça te met en lien avec, on est quand même 120 maintenant à Femmes à la caméra. Il y a des femmes qui sont chefs op, mais il y a les femmes machinaux, les femmes chefs électro, les électros, des assistants de caméra et des étudiantes en images. Donc on se donne plein de conseils techniques, enfin c'est incroyable, mais ça va multiplier nos
nos énergies, quoi. Et les jeunes femmes, aujourd'hui, de Louis Lumière, de la Fémis et tout, elles disent, ouais, comme vous êtes là, vous nous avez ouvert une porte, quoi. Je trouve que ces associations-là, elles jouent vraiment un rôle énorme aujourd'hui dans l'envie de développer des carrières, quoi. En tant que femme, tu n'as pas assez d'autorité pour pouvoir diriger une équipe. C'est une triste vérité, mais être respectée en tant que femme sur un plateau est bien plus complexe qu'être un homme. Parce qu'en gros, on n'a pas comme ça le respect. Tu sais qu'en plus, quand tu cries et que t'es une femme, on te traite d'hystérique. Et les hommes sont autoritaires quand ils jurent. Et qu'en général, t'es obligé de presque te transformer en tyran, de montrer que tu es là, que tu as du pouvoir, que tu existes. Il y a beaucoup de femmes assistantes, j'ai l'impression dans tous les corps de métier, c'est quand tu veux passer chef. Là, poste de pourboire, problème. J'ai pas mal de copines qui sont secondes et qui commencent à passer à la perche. Quand on fait les comptes, en général, au niveau du son, pour les autres, je sais pas, on met 5 ans à être seconde et à passer à la perche, voire 6-7. Et les garçons, j'en ai rencontré qui ont mis que 2 ou 3 ans à faire le switch. Moi, quand je suis sortie d'école de cinéma en Belgique, où j'avais appris l'image, être une fille pour être assistante, les chefs-op adoraient prendre une fille. Ils trouvaient qu'ils étaient vraiment... C'était super classe de prendre une fille. Et après, quand on veut devenir chef-op, là, par contre, mon genre est devenu un problème. Il y a quand même une grande différence. Quand on m'appelait pour des projets, du coup, quand j'étais en tant que femme, considérée en tant que femme, on allait plus facilement m'appeler pour des petits postes plus second assistant réal, etc. On va moins me faire confiance sur des postes à responsabilité. Alors que maintenant que j'ai entamé ma transition de genre et que j'ai avancé dedans, les gens sont plus avenants avec moi, me parlent différemment. J'ai beaucoup plus de responsabilités, je suis beaucoup plus premier assistant réal maintenant dans ma vie actuelle que j'étais avant ma transition. Un truc qui a vraiment changé, c'est le comportement des personnes envers moi. Et c'est peut-être parce que moi aussi, en tant que personne transgenre, je me suis plus assumée. Et maintenant que je savais qui j'étais et que j'étais droit dans mes baskets, je pense que aussi j'étais plus assumée et les gens ont plus de facilité à discuter avec moi et à me dire les choses franchement. Mais c'est vrai qu'ils allaient beaucoup plus me respecter. Je me rendais compte. Il y a une grande notion de respect qui est arrivée après ma transition. Alors que j'ai pas du tout changé de personnalité, je suis toujours la même personne. Et pour autant, juste le fait que je sois considérée comme homme maintenant dans la société, ou du moins par les gens avec qui je travaille, etc., il y a une grande différence. Pour ceux qui l'acceptent, évidemment, le fait que je sois transgenre. On va beaucoup moins remettre en question mon avis, beaucoup moins remettre en question ce que je dis et mon autorité, alors que avant, comme je disais tout à l'heure, c'était un des premiers trucs qu'on me disait, c'est mais est-ce que tu te sens capable de le faire parce que il faut être ferme, il faut être fort, il faut être un peu sur tous les fronts. Mais oui, pas de souci. Je me rends compte que l'homme a quand même une puissance qui est différente. C'est très agréable. Franchement, n'hésitez pas à changer de genre un jour si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est même s'il y a des choses qui sont très très compliquées dans la transition de genre, mais ça, c'était un des trucs les plus faciles au niveau du travail. Au niveau du travail, ça s'est vachement facilité auprès des gens qui étaient avertis et des gens qui comprenaient ou des gens qui posaient pas de questions. Léo, enchanté Léo, c'est bien. Et après ça coulait tout seul. Alors qu'avant, fallait que je fasse ma place en fait, plus que maintenant en tout cas. Je trouve ça tellement violent aussi de devoir se justifier sa légitimité, sa technicité ou sa capacité à gérer des équipes. Selon vous, est-on plus exigeant envers une femme qu'un homme? Oui et non. Parce qu'on va avoir cette présomption en mode sur certains trucs, comme quoi les femmes sont moins douées, donc tu vas en exiger moins. Et nous, inconsciemment, quand on nous forme, on nous dit tu vas devoir prouver ta valeur parce que t'es une fille, t'es une des rares, si tu veux y arriver, il va falloir que tu donnes 2 fois plus qu'un garçon. À mon poste, moi j'ai pas l'impression qu'on me demande d'être plus performante qu'un homme, parce que j'ai peut-être un taf de femme, je sais pas. Une nana chef de poste dans un métier d'homme, je pense que c'est plus dur, par exemple, d'être machino nana que... Moi, j'aurais pas vu, chef machino nana. Que maquilleuse en chef de poste, quoi, par exemple. Une machino femme en chef de poste, c'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Je pense qu'elle est performante de la même manière qu'un homme est performant. Mais je pense que oui, on l'attend peut-être plus au tournant, j'imagine. Quelle est la remarque la plus marquante ou choquante que vous ayez déjà entendue au travail? Moi, j'ai mon premier entretien d'embauche et j'ai bien commencé.
En gros, je suis arrivée dans une prod, et là, il y a un mec qui m'a ouvert en peignoir. Et bon, donc j'ai un bac +5, j'ai fait un master en journalisme d'investigation à Londres, donc j'étais assez contente, j'avais déjà fait un stage chez Kappa. Et là, le mec me regarde et il me dit « Non, mais tu sais, dans ce milieu, c'est très simple, si tu veux réussir, il faut que tu couches soit avec un producteur, soit avec un réalisateur. » Et là, il a un petit sourire en coin et il me dit « Je suis les deux. » Et donc, bon, moi, j'étais choquée, vraiment, je savais pas quoi répondre à ça. Oui. Pitoyable, non, mais vraiment pitoyable. On détourne le regard comme si, en fait, les agressions sexistes et sexuelles, c'était un accessoire et qu'en fait, c'était du confort, en fait, comme un confort féminin. Les gens veulent pas s'embêter avec ces histoires. Et c'est horrible parce que c'est minimiser la chose, mais c'est veulent pas s'embêter. C'est oui, bon, allez, on t'a un peu dragué, ou oui, tu t'es senti agressé, bon. Ils sont au-dessus des lois. J'imagine qu'il y en a encore tellement qui se disent bah, c'est pas grave, j'ai changé de pays, je tournerai sur d'autres films, et puis de toute façon, les gens iront en salle. Même le cinéma, c'est un milieu très hiérarchisé. T'as un assistant d'assistant, bah, t'as le chef-op ou le chef machinot, un chef en général qui va te faire quelque chose, bah, tu vas pas oser ouvrir la bouche parce que s'il se passe un truc, c'est pas lui qui dégage, c'est toi. On peut pas l'ouvrir comme on aimerait, quoi. T'as des parties qui disent vas-y, ça me saoule, je suis pas une victime et donc je vais me battre et puis voilà. Et je vais dénoncer comme je peux à mon échelle, et t'en as qui ont juste peur de perdre leur métier, quoi. J'étais en train de faire une retouche donc, sur le plateau, donc à ce comédien qui était un des comédiens principaux. Et au moment où je lui fais la retouche, donc je repoudre le nez, et le comédien me dit ah, les maquilleuses, vous êtes vraiment toutes pareilles, hein, vous êtes toutes des cochonnes. Pardon, il me dit oui, bah, t'es comme les autres, t'as pas de culotte de toute façon. Et en fait, ça m'a tellement choquée que j'ai pas su quoi répondre. Je suis en mode camouflage tout le temps sur les tournages, peu importe mon poste. Voilà, je le truc le plus neutre possible, qu'on voit le moins possible le corps, qu'on se focus sur ce que je dis et sur les actions à faire et non pas sur à quoi je ressemble ou etc. Mais pour moi, on devrait pouvoir travailler avec n'importe quel vêtement décent, évidemment, qu'on soit une femme ou un homme en fait. Maintenant, sur les tournages, en long métrage, il y a des référents harcèlement. C'est dommage qu'on soit obligé d'en venir à ça, mais c'est bien si jamais il y a un problème qu'on puisse en parler à quelqu'un qui fasse remonter à la prod, quoi. Et c'est quelqu'un de l'équipe. Qui doit avoir une formation, et généralement le producteur qui est censé avoir cette formation-là. De mon expérience, en général, ces personnes-là, c'était des dire prod, des chefs de prod. Est-ce que le matin à 9h, après avoir reçu une remarque super déplacée d'un intervenant, on commence le tournage, j'ai envie d'aller voir le boss pour lui dire « Désolé, on arrête tout, il y a 30 personnes autour de moi ». Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Bah, ça fait un peu peur d'aller voir au producteur pour parler de ça, quoi. Oui, oui. Bah, c'est pas le producteur qui devrait gérer ça. Non, enfin, c'est pas le producteur, c'est quelqu'un de l'équipe qui se propose. Ouais, parce que c'est pas logique. Et qui fait remonter à la production. Mais la production est censée quand même avoir cette formation-là aussi. Le but de ça, c'est aussi de mettre encore plus en faute les productions s'ils ne viennent pas mettre en place des choses qui ont pu leur remonter les référents. Et de ce que j'ai cru comprendre dans les bruits de couloir, etc., c'est que cette formation-là n'intéresse personne. C'est le plus basique des basiques. Mais c'était pas... Elle est quand même intéressante. Hein. Moi, je connais plein de gens qui l'ont suivie. Ouais, je connais plein de gens qui l'ont suivie. Mais c'est une formation de 2 jours et demi, je crois. Il y a 2 jours en présentiel et après 3 mois, il y a une demi-journée où on peut faire le retour justement de ce qu'on a eu sur les plateaux. En tout cas, moi, les gens que je connais qui ont fait cette formation trouvent que ça les a beaucoup aidés. Et elles se portent maintenant à chaque fois référentes dès qu'elles le peuvent sur les tournages. Oui. Elles ne sont pas dans la production. Non, il y a une chef électro qui a fait ça, une assistante, une chef-op. Il faut voir sur le long terme si effectivement il n'y aura pas ce côté un peu on s'en moque et si c'est bien intégré. Mais je pense qu'il y a moyen que si c'est bien suivi, soit bien intégré sur un tournage. J'ai l'impression que ça fonctionne. J'ai entendu des copines qui m'ont parlé que ça a vraiment été utile parce que ça a permis d'enlever quelqu'un du tournage qui avait un comportement dangereux. C'est au prod de faire le boulot, d'instaurer une bonne manière de penser sur le plateau et des règles. Je pense que c'est les discussions, c'est alerter, essayer d'avoir le plus de débats possible, que les gens soient conscients qu'il y a un mal-être,
qu'il y a des problèmes vus par les femmes, vus par les hommes, parce que c'est pas que les femmes qui se plaignent, il y a aussi les hommes qui voient des actions qui se déroulent et qui sont pas contents. 88% des costumières et 74% des maquilleuses sont des femmes. C'est même pas que 74% des maquilleurs sont des nanas. C'est pas qu'ils veulent pas prendre d'hommes, c'est qu'il y en a très peu en fait. Et je ne sais pas pourquoi, parce que les premiers grands maquilleurs français sont des hommes. La question, c'est pourquoi ça n'intéresse pas les hommes de faire ces métiers-là. Je pense que parce que, justement, les stéréotypes de genre, entre autres, sont tellement incorporés. Déjà, dès l'enfance, tu vois, comme on prend toujours le cliché de on donne la Barbie aux filles et le Ken aux garçons, si on prend déjà à la base, la question, effectivement, de tout le côté esthétique n'est pas présentée aux hommes et présentée directement plus aux jeunes filles. C'est vrai que de toute notre expérience sur les plateaux, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes au HMC que dans les autres corps de métier, et ça évolue. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de filles en régie et en cam. Ça a augmenté. Peut-être qu'un jour, on verra plus de maquilleurs et de costumiers. Pour revenir aux chiffres, j'avais fait des recherches dessus parce que j'ai fait mon mémoire sur la place des femmes dans les métiers du son, précisément. Il y a ces chiffres-là. Il faut savoir que le métier le plus féminin sur les plateaux en France, c'est script. Je crois qu'elles sont 95-96%, un truc comme ça. Et dans le ratio de script, il y a un homme sur 100 femmes. Et nous, au son, on est 10%. Moi, je pense que ça passe aussi, on est malgré tout dans un beau média qui travaille beaucoup sur l'empathie, qui décale le décalage pour vivre la vie d'autres personnes. Et il faut continuer à se travailler pour des projets, à s'engager pour des projets qui décalent le regard, qui permettent de changer nos représentations. Moi, un truc qui me marque beaucoup en tant qu'auteur-réalisateur, c'est la représentation des sexes ou des genres dans les films pour lesquels des fois on travaille, ou de ce que tu vas voir au cinéma, beaucoup dans le court-métrage aussi, beaucoup dans le jeune court-métrage, où effectivement on va être sur des représentations désuètes ou conservatrices. Et je pense que c'est important que ça continue à évoluer, parce que plus les modes de représentation évoluent et atteignent les médias de divertissement, plus effectivement, plus on est jeune, plus on a accès à ces médias de divertissement, plus on se dit, ah bah tiens, on se réfère à tel personnage, je sais pas, en fait, Sacha de Bourg-Palette, c'est plus lui le héros, maintenant c'est Ondine, on la suit, on vit d'autres choses à travers elle, on vit des complexités. Et comme on est dans un média d'empathie, c'est très important de continuer à défendre des œuvres qui sont dans ce sens-là. La place de la femme dans l'audiovisuel et le cinéma, un sujet qui concerne uniquement les femmes ? Ça concerne tout le monde, en fait. Ça dépasse même l'histoire de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de se poser la question de la place de la femme au sein de la société, tout simplement. En tant qu'homme, moi, je trouve ça super d'ouvrir la parole. Même quand on sent qu'il y a un malaise, tout simplement l'exprimer. Dire, tiens, comment tu te sens, ou enfin, juste discuter ouvertement dans un espace un peu sécurisant pour les personnes concernées. Là-dessus, je pense que c'est tout à fait la place des hommes, et c'est surtout la place des hommes qui... Je pense que c'est leur rôle même. Et je pense que y a un côté qui est très difficile pour l'homme aussi d'aborder ce sujet-là, parce que justement, on va lui en mettre plein la gueule parce qu'il n'est pas concerné, il ne sait pas de quoi il parle, il n'a jamais vécu. Il y a une facilité, si on arrive à se mettre à la place, à se renseigner, essayer de comprendre tout ça, tu peux plus facilement en parler. Mais c'est vrai que ouvertement à la société, qu'un homme parle à la place des femmes, c'est beaucoup moins accepté, beaucoup plus difficile. De toute façon, c'est toute une histoire de dialogue, en fait, au final. La façon dont sont dites les choses. Voilà. C'est sûr que si là, il y a un micro et que moi, je prends le micro et je le monopolise et que je dis « alors la place des femmes, c'est machin », c'est différent que si on partage le micro. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant parce que ton sujet de mémoire, c'est sur la place des femmes dans l'audiovisuel. Et c'est toi qui t'es emparé du sujet et t'es un homme. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur ce sujet-là ? Parce que moi, je suis même fascinée par le fait que tu aies fait ça. J'ai une mère et une sœur très féministes. Donc, j'ai été baignée dans ce sujet-là quand même toute ma vie. Oui, du coup, quand j'ai pris la décision de faire ce sujet, d'aborder ce sujet pour mon mémoire, et que j'ai commencé à contacter des gens, hommes ou femmes, pour faire des entretiens, j'ai pas senti particulièrement d'hostilité sur le fait que, justement, les gens étaient plutôt... Ils réjouissaient du fait que c'était un homme qui abordait cette question-là. Après, on voit maintenant que... il y a certains hommes qui ont quand même, en tout cas dans l'audiovisuel, qui changent un peu, enfin qui essayent de changer un peu leur rapport avec la femme, et une évolution positive quand même un petit peu...
C'est surtout ils protègent. Oui. Maintenant, ils commencent Pas beaucoup à tous, protéger, mais, oui, bien ça sûr. commence à... Mais il y a de moins en moins de propos malsains, déplacés, et beaucoup plus de soutien des hommes. Mais parce que aussi la jeune génération veut, comme tu disais, ils sont en train de casser les barrières, toutes les barrières. C'est que nous, ceux qu'on a du mal à dépoussiérer, eux, ils arrivent avec un bulldozer en disant en fait, vous savez quoi, les anciens, taisez-vous, ouais, c'est bon. Et du coup, est-ce que tu veux pas revenir sur ton expérience aussi quand tu as fait ton film Où sont les femmes, où tu avais dû justement caster des hommes pour parler des sujets féministes? C'était important pour moi d'avoir au moins un homme dans ce documentaire, pour pas exclure les hommes. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, c'est difficile peut-être pour les hommes de parler de cette question-là, mais c'est nécessaire de les entendre aussi et de les faire participer au dialogue, parce qu'il faut aussi un peu démystifier, quoi. Je pense que tous les hommes peuvent se poser comme alliés des femmes. Et puis, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un master, un bac plus 10 en féminisme pour pouvoir prendre la parole sur un tournage quand on remarque qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais je trouve ça trop dommage aussi que il y en a qui n'ont pas compris que le féminisme n'est pas un fardeau à lancer juste aux femmes pour que c'est elles qui doivent faire tout le travail. En fait, le féminisme, ça doit être un travail commun et que les hommes aussi partagent ce travail-là, en fait. Mais en fait, on est tous en équipe et ça sert à rien non plus d'extraire qui que ce soit de la discussion, et c'est pas du tout performant, quoi. Je pense que c'est et de l'éducation au niveau des garçons, et aussi de la discussion entre les femmes et les hommes, pour que tout simplement les hommes comprennent ce que les femmes peuvent vivre sur un plateau.